Bonjour et bienvenue dans le débrief politique. Nizar Baraka, bonjour. Vous êtes secrétaire général du Parti de l'Istiqlal, vous êtes ancien président du Conseil économique, social et environnemental. Vous êtes aussi ancien ministre des Affaires générales dans le gouvernement Pastefessi et ministre des Finances dans le gouvernement Ben Kilan. C'est bien ça? Tout à fait. Donc on va y aller sans langue de bois, on va y aller. Bien sûr. Sans langue de bois. Oui, vous inquiétez pas. On va espérer ça. Donc vous êtes le secrétaire général depuis J'ai toujours tenu à avoir un langage de vérité. De vérité, mais de vérité, il faut y aller, parce qu'il peut y avoir une vérité molle, et puis il peut y avoir une vérité harde, La vérité aiguë. est une vérité. Mais la vérité reste une vérité. On va voir comment ça va se passer. On va en parler à la fin. D'accord. Vous êtes donc secrétaire général du Parti de l'Istiqlal depuis à peu près 4 ans, c'est le 3 octobre 2017. Ça fera donc 4 ans. Qu'est-ce qui a changé dans le parti avec vous? Au niveau du parti, nous avons mis en place une nouvelle vision qui consiste essentiellement à être proche des citoyens et du terrain, à avoir un discours qui repose sur des propositions et qui s'inscrit véritablement dans une logique de proposer des alternatives, surtout qu'on est dans un parti d'opposition, donc on a voulu absolument faire en sorte à ce que cette opposition soit constructive. Et troisièmement, nous avons coupé avec le discours populiste et nous nous sommes inscrits dans un discours et un travail de proximité vis-à-vis des citoyens. Vous avez coupé avec le discours populiste de votre prédécesseur, Hamid Chabat. Tout à fait. Très bien. Vous restez dans les grandes lignes, la langue de bois dont je vous parlais. Qu'est-ce qui a changé concrètement pour les militants, au sein du Parti de l'Istiqlal, pour les militants? Comment ils ressentent la personne de ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, les militants sont confiants dans le parti. On a pu récupérer beaucoup de militants qui avaient quitté le parti ou qui avaient décidé de rester chez eux, de ne pas s'investir dans la vie politique. Et moi, je vais vous dire quelque chose aussi qui est très important, c'est que dans les élections passées, les gens du parti avaient du mal à dire et à demander à voter pour le parti de l'Istiqlal. Pire que ça, nous avons des candidats du parti de l'Istiqlal qui devaient convaincre leur famille de voter pour eux. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette situation. On a une opinion publique qui est favorable au Parti l'Istiqlal. Nous avons les militants qui sont fiers d'être au Parti l'Istiqlal. Et nous avons aujourd'hui aussi une envie forte que le parti puisse, être à la tête des élections prochaines pour pouvoir présider le gouvernement prochain. On parle quand même de dissension à Fès, on parle de dissension à Marrakech. Les gens ne sont pas très contents, les gens ne sont pas... Non, il n'y a pas de dissension à Marrakech, au contraire. Aujourd'hui, nous revenons à Marrakech. Et comme vous le savez, les élections passées, le Parti l'Istiqlal est sorti des grandes villes. Moi, ce que je peux vous assurer, c'est que le Parti l'Istiqlal va revenir en force dans les grandes villes. Fès est un cas particulier. Il est clair qu'un certain nombre de personnes qui étaient liées à Hamid Chabat du fait qu'il a quitté le parti l'ont suivi. Mais ça reste très limité. Les chiffres qui ont été annoncés sont complètement au-delà, donc on compte ça par dizaines, on n'a pas dépassé la centaine, alors qu'on parlait de milliers, de je ne sais pas combien. Mais ce qui est très important par rapport à tout ça, c'est que nous considérons que ce qui est important, c'est qu'on revienne à la notion d'institution. Nous ne voulons plus de logique de clanisme, ni de personnes qui sont accrochées à une personne, au lieu d'être accrochées à un parti, à des idéaux et à véritablement un projet de société que nous défendons. Très bien. Hatchi, depuis 4 ans, depuis que vous êtes là. Oui. Très et bien, nous avons renouvelé les instances du parti. 60% des instances ont été renouvelées. Les inspecteurs? Les inspecteurs, on a renouvelé 40% des inspecteurs. 40% des inspecteurs. Ouais. Dans les provinces sahariennes, tout se passe bien? Oui. Très bien. Nous avons eu d'ailleurs de très bons résultats, comme vous le savez. Et la preuve de cette dynamique et du changement que nous avons fait, puisque vous voulez des preuves et des choses claires, c'est les élections. D'abord, les élections des syndicats. Je peux vous expliquer que le Parti l'Istiqlal est arrivé en tête au niveau du secteur privé à travers l'UJTM. Et pire, nous sommes arrivés deuxième au niveau national. Mais ce qui est très important, c'est que le seul syndicat qui est proche d'un parti politique qui va participer au dialogue social, c'est l'UJTM, du Parti l'Istiqlal. Deuxième élément, c'est les élections que nous avons eues au niveau des chambres professionnelles, où les deux seuls partis qui ont amélioré leur score, certes, le RNI a fait un bond extraordinaire, mais c'est l'Istiqlal et le RNI. Les autres ont tous
connu un recul. Donc, Alors, ce qui montre véritablement que la dynamique que nous avons insufflée donne des résultats probants. oui, mais le RNI a fait un bond extraordinaire. Là, j'ai les chiffres de 326 en 2015 à 638. Oui. C'est pratiquement doublé. Oui. Le PAM a reculé, donc il était à 408, il est à 363. Le parti de l'Istiqlal a stagné, il était à 351, il est arrivé à 360. Oui. C'est pas le plus important. Le plus important est pour un parti d'opposition, pour un parti qui mais comment ça se n'est fait pas en manœuvre. que vous ayez la moitié du RNI? Est-ce qu'on peut extrapoler ça sur les élections à venir pour le 8 septembre? Parce qu'il y a eu quand même pas mal d'électeurs. Je pense que même les gens du PAM vous l'ont expliqué, et les gens du RNI vous l'expliqueront aussi. D'abord, les élections professionnelles sont des élections professionnelles. Et donc, on ne peut en aucune manière, je dirais, en déduire les résultats qu'on aura aux urnes lors des élections prochaines, qu'elles soient communales, régionales ou des députés. Deuxième élément important, c'est que les différentes chambres professionnelles relèvent de ministres qui sont du RNI. Et donc, il est clair que cela a joué dans les résultats des urnes. Troisièmement... Ça veut dire quoi ça, Nizar Baraka, au juste? Le fait que, c'est vrai que pour les chambres de pêche, la chambre d'agriculture, l'artisanat, le commerce industrie... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a véritablement, qu'on le veuille ou pas, les gens vont avec le pouvoir. Et donc c'est tout à fait normal qu'il y ait une dynamique positive en leur faveur. C'est tout. Au moins, ça, c'est clair. Et pour les élections donc, à venir, la cible électorale du Parti de l'Istiqlal, donc il y a des élections communales, il y a des élections régionales et il y a des élections générales, des élections parlementaires. Quelle est votre cible? À qui vous vous adressez dans vos programmes? On ne va pas rentrer dans le détail du programme, on le connaît, mais si on ne le connaît pas, on n'a qu'à le lire. Mais oui. à qui vous vous décidez? Alors, il y a les urbains, il y a les ruraux, il y a les jeunes, il y a les femmes, il y a les hommes et les femmes. Nos cibles sont claires. D'abord, on veut s'adresser à ceux qui ne votent pas. Parce que nous considérons qu'aujourd'hui, les élections prochaines sont des élections qui sont déterminantes pour notre pays. Et nous voulons absolument, et c'est le choix que nous avons fait, le Parti Istiqlal, nous voulons nous inscrire dans une logique de rupture par rapport aux politiques passées. Parce que ces politiques passées ont généré plus d'inégalités, ont généré un déclassement social des classes moyennes et ont généré aussi un appauvrissement d'un certain nombre, d'1 million de personnes. Donc aujourd'hui, nous voulons recréer une dynamique positive et c'est la raison pour laquelle nous nous adressons à toutes les personnes qui ne votent pas d'habitude ou qui viennent de s'inscrire pour leur dire « venez voter, venez faire votre choix et assurez ce changement dont on a besoin ». Parce que la question qui se pose pour nous aujourd'hui est simple. Est-ce que nous voulons la fin de la catastrophe ou nous voulons une catastrophe sans fin? La situation que nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, nous avons une crise qui est mondiale, qui a des répercussions terribles sur notre pays, mais due au fait qu'on a eu une baisse de notre résilience. Et ce qui fait que notre croissance économique, qui était à 5-6%, en est à 3%, que le nombre d'emplois créés a diminué de moitié et que la rentabilité des investissements a diminué de moitié. Et aujourd'hui, tout le monde est en train de payer le prix de cela. Donc, nous nous adressons, pour revenir à votre question, à cette population. Nous nous adressons aux classes moyennes parce que nous considérons que ce sont celles qui ont subi depuis le gouvernement Abbas Faissi, où la classe moyenne a connu véritablement un essor certain. Aujourd'hui, il est temps que cette classe moyenne défende ses intérêts et vienne voter aux élections prochaines. Et nous nous adressons également, aux populations démunies qui ne font que souffrir aujourd'hui. Nous réclamons deux choses importantes. Une répartition équitable de la richesse, mais aussi une répartition équitable des sacrifices. Aujourd'hui, il est temps que ceux qui ont profité des fruits de la croissance, qu'ils puissent mettre la main à la pâte et qu'ils puissent contribuer enfin au développement de ce pays et partager avec ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir. C'est très Kennedy, ça, au niveau des sacrifices, ça fait très Kennedy, mais ça ne convainc pas. Moi, je suis quelqu'un qui ne vote pas. Bon, moi, je vote, mais supposons que je sois quelqu'un qui ne vote pas. Qu'est-ce que vous me diriez pour que j'aille voter? Je ne fais pas confiance à la classe politique, je ne fais plus confiance à rien, j'essaie de m'en tirer. Regardez-moi dans les yeux et convainquez-moi d'aller voter. Allez-y, qu'est-ce que vous me diriez? Écoutez, aujourd'hui, ce qui va me pousser à aller voter, c'est la chose suivante. Il y a deux choix véritablement à faire. Il y a le choix entre le libéralisme et l'ultralibéralisme, qui fait en sorte
à ce qu'on mette le maximum de soutien vers les personnes qui ont les plus de possibilités pour aller dans cette logique de ruissellement, ou on a le choix entre une logique beaucoup plus sociale qui fait en sorte à ce que les personnes qui souffrent, les personnes les classes moyennes, puissent bénéficier véritablement de ces avantages. Aujourd'hui, la probabilité est simple et claire. Si on continue avec cette même majorité, on aura encore plus de déclassement social, on aura encore plus d'inégalités et on aura plus d'économies de rente. Et nous nous inscrivons dans une logique où on veut couper avec l'économie de rente. Comment? En transformant toute la partie autorisation vers une logique de cahier de charges pour faire bénéficier véritablement à toutes les personnes qui méritent et qui ont les capacités d'aller de l'avant, et libérer ainsi les énergies. Nous voulons également baisser l'impôt sur le revenu en faveur des classes moyennes et faire en sorte à ce qu'il y ait un plafonnement des prix des produits pétroliers et un plafonnement également des marges au niveau des écoles privées pour que cette classe moyenne arrête finalement de souffrir en raison des logiques d'intérêt et d'augmentation de profit de certaines entreprises. Et nous voulons nous inscrire dans une logique également de sauver 1 million de personnes de la pauvreté avec un programme ciblé vers ces pauvres pour qu'ils puissent s'en sortir et en leur assurant un revenu minimum pendant toute cette période, en leur renforçant leurs capacités et en créant véritablement, des activités génératrices de revenus qui leur permettront de sortir définitivement de la pauvreté avec un accompagnement pendant 5 ans. Et nous avons également prévu dans ce cadre-là, pour pousser les gens aussi à venir voter, à faire en sorte à ce que les jeunes puissent trouver leur place enfin dans cette société et trouver l'espoir, et évidemment tout un programme spécifique pour l'emploi des jeunes. Alors les jeunes, puisque vous parlez des jeunes, il y a les NEET, ce qu'on appelle ni emploi, ni formation, ni éducation, oui. Qui sont dans des situations, ce sont des jeunes qui n'ont pratiquement rien. Oui, tout à fait. Pour ne pas dire qu'ils n'ont rien, on enlève. Vous leur dites quoi à eux? Alors nous avons un programme spécial pour eux, donc dédié. Pour les NEET. Pour les NEET. Pour هذول اللي ما عندهم والو. Exactement. L'idée, c'est de généraliser l'école de la deuxième chance pour leur donner la possibilité d'avoir soit une formation, soit, en fait, on a beaucoup parmi ces jeunes qui ont des capacités en matière sportive, donc on va les aider, et ce sont des talents qu'on peut soutenir, des capacités en matière artistique qu'on peut aider à développer. On a aujourd'hui le codage qui est très facile et des gens qui n'ont pas de capacité, on leur offre la possibilité de s'inscrire dans l'ère du numérique et de trouver des emplois. On a aussi tout ce qui est économie sociale et solidaire qu'on va pouvoir leur donner l'opportunité de s'inscrire dedans. L'idée majeure, c'est que nous voulons absolument avoir un accompagnement personnalisé pour permettre à ces personnes de trouver véritablement une porte de sortie et d'avoir une place dans notre société. Moi, je peux vous dire, le moment le plus difficile que j'ai eu à vivre, ça a été de voir ces jeunes par milliers qui voulaient absolument quitter le pays et qui sont prêts à risquer leur vie pour cela. Ça, c'est inacceptable aujourd'hui. Avec tous les moyens qui ont été faits, avec toute la dynamique qu'il y a eu, avec toutes les infrastructures qu'il y a eu, finalement, on a oublié l'essentiel qui est l'homme. Aujourd'hui, il faut absolument qu'on rompe avec cette logique de hardware et qu'on s'inscrive dans une logique de software pour faire en sorte à ce que le citoyen puisse avoir tous ses droits et qu'on puisse avoir l'effectivité des droits qui sont prévus dans la Constitution. Est-ce que vous pensez, Nizar Baraka, que ce que vous dites va pouvoir combattre ou lutter efficacement et positivement contre l'argent qui circule dans cette campagne électorale dont on parle beaucoup? Écoutez, est-ce que vous pensez que vous avez vraiment les moyens de combattre ça? Est-ce que d'abord ça existe, le phénomène? Oui, le phénomène est connu et malheureusement, il a atteint des proportions inégalées. Excusez-moi, c'est un peu facile de dire ça. Est-ce que vous avez des preuves sur ça? Et si oui, est-ce que vous avez dit ça à la justice? Écoutez, aujourd'hui, il est très difficile d'avoir des preuves concrètes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes passés à une nouvelle logique. Le fait que les élections se déroulent le même jour, aujourd'hui, au lieu d'aller vers l'achat des voix, on est parti dans une logique de faire pression d'une manière ou d'une autre, soit financièrement, soit autrement, vers faire pression sur les élus et les candidats aux élections. De telle sorte que nous avons des candidats qui devaient s'inscrire et se présenter avec nous. À la dernière minute, vu les moyens qu'on leur a donnés, ils ont été vers d'autres partis. Et tout ça fait que nous sommes dans une logique de véritablement, excusez-moi du terme, de bourse aux élus et qui affecte négativement l'image de la démocratie que nous voulons construire ensemble.
Et c'est la raison pour laquelle nous considérons que l'élément le plus important, c'est le citoyen. Parce qu'à la fin, qu'on le veuille ou pas, on part du principe que chaque candidat a, je dirais, un troupeau qui le suit et qui va nécessairement voter pour lui. Ce troupeau, les Marocains ne sont pas des moutons, ce sont des citoyens qui réfléchissent et qui savent ce qu'ils doivent faire. Et moi, j'ai confiance aux citoyens et j'ai confiance en leur capacité. Je peux vous dire que, contrairement à ce que les gens disent, l'éveil qu'il y a au niveau du monde rural est beaucoup plus important qu'on a au niveau des villes. Parce que les gens du monde rural, oui, suivent et ils sont, je dirais, éduqués aujourd'hui. La plupart des jeunes, ils sont très proches de ce qui existe sur Facebook, etc. Donc, ils savent véritablement ce qu'il y a. Et on risque d'avoir de bonnes surprises dans la matière. Alors, on ne lance pas des pierres quand on habite dans une maison en verre, dit-on. Au niveau de la position du Parti de l'Istiqlal, vous venez de l'exprimer. Très bien. Pour vos candidats, oui. L'ensemble de vos candidats, est-ce que vous êtes sûr, est-ce que vous pouvez me dire par oui ou par non, si vous avez épluché leur passé, si vous avez épluché leur passif, s'ils en ont, est-ce que vous avez refusé des candidatures? Comment ça s'est passé? Est-ce que tous les candidats de l'Istiqlal sont blancs comme neige? Est-ce que tous les candidats roses sont blancs? Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons veillé à ce que les candidats qui ont des dossiers connus n'ont pas été retenus pour se présenter aux élections. Deuxième chose que je peux vous assurer aussi, c'est que nous avons veillé, et ça c'est un élément qui est très important pour nous, nous avons veillé à ce que les gens qui ont cherché, et d'ailleurs dans votre région, à venir au Parti de l'Istiqlal, nous les avons rejetés parce qu'ils étaient connus pour leurs pratiques négatives. Maintenant, vous dire que tout le monde est blanc comme neige, personne ne peut vous l'assurer 100%. Mais ce que je peux vous dire, c'est que tous ont un casier judiciaire vierge et que c'est des personnes qui vont se présenter avec le parti avec cette logique. Et plus que ça, nous avons mis en place une charte d'honneur que chaque candidat a signée. Et le but, c'est que cette charte d'honneur, c'est de veiller à ce qu'ils respectent évidemment les lois et les principes du parti. Mais plus que ça, c'est qu'ils puissent rester présents une fois qu'ils sont élus au niveau local, qu'ils aient des bureaux pour recevoir et des permanences pour recevoir les militants et les non, je reste sur la moralisation. Par rapport à ça. Je reste sur l'intégrité. Ils sont intègres, vos candidats n'ont pas de casier judiciaire. Je suppose que vous allez me répondre oui. Si je vous réponds, est-ce que vous les suspendriez s'il se passe quelque chose par la suite? Vous me répondriez oui, Nessa Baraka, bien entendu. Est-ce que vous avez une fois que le jugement est définitif. Bien entendu. Est-ce que vous avez dans les 4 une fois que le jugement est définitif. Oui. C'est-à-dire vous avez quelqu'un qui est accusé de détournement, de concussion, de corruption, qui a une affaire devant la justice qui doit se défendre. Vous ne le suspendrez pas, vous le laisserez gérer une ville. Non. Pendant que le jugement n'est pas dit, mais le jugement va prendre 10 ans. Non, écoutez, il faut être clair. Aujourd'hui, on ne peut pas se baser sur... il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Oui. Et donc ce principe qui doit être respecté pour tous les Marocains. Il n'y a pas de raison que parce qu'il est élu, on va lui enlever cette présomption d'innocence. Donc à partir du moment, évidemment, si les faits sont tellement clairs, il est clair que nous, on va juger par nous-mêmes. Mais s'il y a des faisceaux de preuves qui ne sont pas évidents, et si la personne vient nous dire qu'aujourd'hui, qu'il a les moyens de se défendre, et surtout qu'il nous explique et qu'il nous démontre qu'il n'a rien à voir avec tout ça, il n'y a aucune raison qu'on le jette en pâture, tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui l'a poursuivi en justice. Même s'il est jugé en première instance, même s'il est... c'est ce que je vous explique. Moi, aujourd'hui, l'élément le plus important, c'est qu'il faut que la justice soit faite et que les choix soient faits par la justice. Très bien. Oui. Alors, sur les 4 dernières années, vous en avez suspendu combien, comme ça, chez vous? Comment? Élu ou pas élu, cadre, vous en avez suspendu combien? Est-ce qu'il y a eu des actions de rétorsion, enfin des actions de sanctions contre des gens qui seraient des indélicats, on va dire les choses comme ça? Écoutez, la sanction a été de ne pas leur donner la candidature. Très bien. Alors, ils n'étaient pas en poste pour autre chose. Alors, vous êtes ancien président du Conseil économique et social, vous avez produit des rapports audacieux, courageux, parfois même impertinent. Si vous deviez parler alors il y a eu sur la parité, sur le capital immatériel, sur la violence à l'égard des femmes, les droits des femmes d'une manière générale, est-ce que vous avez si vous êtes chef du gouvernement, vous prendriez quelles 3, 4, 5 mesures immédiatement? Vis-à-vis de ces dossiers en particulier? Oui, par exemple les femmes, les droits des femmes. Oui.
Écoutez, nous, en fait, parmi les points fondamentaux, c'est d'abord réviser la loi sur la violence contre les femmes, qui, à mon sens, était complètement trop faible par rapport à ce qui devait se faire, et démultiplier les centres, en fait, d'écoute et de prise en charge psychologique de ces femmes et les aider à dépasser leurs problèmes. Deuxième élément important, c'est d'agir dans le sens de l'autonomisation des femmes sur le plan économique. Et c'est la raison pour laquelle nous avons proposé de faire en sorte, et ça c'est quelque chose qu'on fera, Inch'Allah, c'est de faire en sorte à ce que les allocations familiales, maintenant que Sa Majesté a donné l'ordre de généraliser, je dirais, donc la protection sociale et que tous les enfants vont bénéficier d'allocations familiales, ces allocations familiales puissent aller aux femmes. Si on a 3 enfants, elles auront 900 dirhams par mois pour pouvoir s'occuper de leurs enfants et s'occuper d'elles-mêmes, pour pouvoir renforcer aussi leurs capacités, etc. Quel que soit le nombre d'enfants, quel que soit... C'est en fonction du nombre d'enfants. Donc c'est 300 dirhams par enfant par mois. Donc qui va aller aux mères de famille, au lieu que ça aille aux chefs de famille, comme c'est le cas aujourd'hui. Troisième élément aussi très important par rapport aux femmes, c'est d'agir dans le sens de l'égalité. Et là, comme vous le savez, il y a des problèmes d'égalité salariale. Aujourd'hui, évidemment, dans le secteur privé, quand cette inégalité est prouvée, ben, nous allons prévoir aussi des mesures de rétorsion pour pousser à ce que l'égalité soit appliquée. Et quatrièmement, cette logique aussi de discrimination positive en faveur des femmes pour qu'elles puissent accéder, je dirais, à un certain nombre de postes de responsabilité. Ça vient d'être fait au niveau des conseils d'administration, je trouve une très bonne chose, pour en faire en sorte à ce que les femmes puissent être présentes dans les conseils d'administration en tant qu'indépendantes. Mais il faudrait, et d'ailleurs c'est un des points sur lesquels j'avais travaillé quand j'étais ministre des Finances, c'était permettre aux femmes d'avoir un fonds de garantie qu'on avait appelé ILEIKI pour qu'elles puissent accéder au crédit, parce que vous savez qu'il y a un gros problème à ce niveau. Et là, on voudrait aller beaucoup plus loin en la matière. Et bien évidemment, comme vous le savez, parmi les points, il y a la révision de la Moudouana qu'on voudrait aussi ouvrir en évaluant donc, les résultats. En changeant quoi dans la Moudouana ? En changeant quoi, par exemple, dans la Moudouana ? Il y a un certain nombre de points qui sont posés aujourd'hui, notamment donc, sur la problématique des droits des femmes, notamment concernant cette histoire de famille et cette histoire de divorce qu'il faudrait évoluer. Puis d'autres questions, notamment sur la problématique des jeunes filles en âge qui se marient à 14 ans, 15 ans, etc., qu'il faut absolument qu'on arrête avec ce genre de pratiques. Restant là-dedans, pour la liberté individuelle concernant les femmes, les jeunes, les articles 489, 490. Aujourd'hui, il est clair que... Liberté sexuelle, liberté adultère, homosexualité, tout ça. Est-ce que le Parti des Istiqlal franchirait le pas et... Aujourd'hui, ce qu'il y a de clair, c'est que nous sommes évidemment un parti qui a un référentiel islamique et nous tenons à faire en sorte à ce que ce qui est inscrit dans le Coran puisse être respecté. Maintenant, nous considérons qu'on peut s'inscrire dans une logique, et c'est ce qu'il faut faire, c'est qu'on doit changer de type, parce que la prison n'est pas la solution. Donc nous inscrire plutôt dans des logiques de peine alternative par rapport à ce qui est prévu aujourd'hui dans le Code pénal. Très bien, il nous reste 2 minutes. Vous parlez tout à l'heure de cette majorité. Si on reste avec cette majorité, vous avez une formule de la fin de la catastrophe ou une catastrophe sans fin. Ouais. Dans la majorité actuelle, il y a le PJD, il y a le RNI, essentiellement, et puis il y a les autres MP, USFP. Quelles alliances? Il y a eu des communiqués d'alliance entre vous et d'autres partis pour la constitution des bureaux des chambres professionnelles. Ouais. Si vous êtes encore une fois en situation, si le Parti de l'Istiqlal arrive en première position, quelles seraient les alliances qu'il contracterait? Sachant qu'avec le nouveau quotient électoral, ça va être compliqué d'arriver à 197. Non, au contraire. Aujourd'hui, avec le nouveau quotient électoral, avec 3 partis, nous avons une majorité absolue. Donc ça nous permettra, au contraire, d'avoir un gouvernement beaucoup plus homogène. Les alliances se baseront sur le programme. Et nous avons un programme que j'ai clarifié, avec une logique de rupture. Et ceux qui rentrent avec nous, qui cherchent absolument donc à faire avancer le pays, eh bien, ils seront les bienvenus. Ce qui est important pour nous, c'est de marquer une rupture avec les politiques qui sont menées aujourd'hui, qui sont ultralibéralistes et qui ne sont en aucune manière ultralibérales, et qui sont en aucune manière favorables au pays et dans cette logique de renforcement de cohésion sociale et dans cette logique de réduction des inégalités et cette logique surtout de faire en sorte à ce que le citoyen puisse trouver un projet d'avenir dans notre pays. Merci Nizar Baraka, merci d'avoir répondu à nos questions. À la semaine prochaine.